de Mediapart, dans la série qu'ils ont faite sur UBS, là, tout récemment, l'ont très bien démontré par les photos publiées, par les listes, par tous les documents qu'ils ont montrés. La dimension mondaine de cette activité est un motif sociologique fort. On est dans une certaine société. Donc oui, les pays que vous avez cités, certainement, mais avec le besoin, eh bien, du décorum de la Suisse, du Luxembourg, de quelques grands hôtels ou grandes banques françaises, parce que tout ça, quelque part, représente de la sécurité et puis aussi de l'honorabilité, à leurs yeux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Intéressant. Très. Alors, tout d'abord, monsieur, avant de vous faire prêter serment, je voudrais vous remercier, ainsi que votre confrère, Edoui Plenel, des mots fondés, mais agréables, que vous avez écrits dans un récent ouvrage sur le rapport sur l'évasion fiscale qui avait été mené par le Sénat, dont le rapporteur est à ma gauche, que beaucoup d'entre nous ici ont voté, et qu'en toute hypothèse, tous ceux qui faisaient partie de la commission préalable à ce rapport ont voté à l'unanimité. Alors je crois que ces mots agréables m'autorisent tout de même à faire un petit peu une observation sur un certain passage de votre ouvrage qui me paraît pouvoir jeter le trouble. Vous avez affirmé que le journalisme devait éviter d'être un journalisme d'opinion, encore plus un journalisme de complaisance frôlant le publi-reportage, même si je pense qu'on doit reconnaître au journalisme d'opinion, sous réserve qu'il annonce ce qu'il est, une forme de légitimité. Nous pouvons partager cette affirmation, en tout cas considérer qu'une forme de rééquilibrage devrait intervenir. Nous avons d'ailleurs pu expérimenter la semaine dernière les excès d'un certain journalisme spectacle. En revanche, il me semble que lorsque vous écrivez dans l'ouvrage sur l'affaire Cahuzac que le mensonge de M. Cahuzac, je vous cite, fut accompagné, cautionné, entretenu par la majorité de la classe politique, vous allez peut-être un peu au-delà du journalisme de fait. Je pense que cette affirmation procède peut-être d'une certaine méconnaissance de la classe politique et peut-être aussi des réalités institutionnelles, parce que je dois vous dire que vous trouverez sans doute assez peu de sénateurs qui puissent relever de ce jugement un peu, vous le reconnaîtrez, amalgamant que vous avez énoncé là. Je m'empresse de dire que cette affirmation n'entame en rien la considération que nous inspire votre travail d'enquête, d'autant qu'il est très exact qu'en ce domaine, on se sent quelquefois très seul. Nous pourrons donc revenir utilement sur cette dimension de solitude entre nous, d'autant qu'elle entre dans les préoccupations de la commission d'enquête, comme vous le savez. Nous nous intéressons en effet au contrôle des faits de soustraction de richesses, soit dans l'utilisation d'une ingénierie légale de la concurrence fiscale, soit dans les pratiques frauduleuses, et puis bien sûr dans l'environnement culturel du contrôle, qui est selon toute apparence sûrement un vrai problème. Voilà, je voulais donc vous dire que nous étions satisfaits de voir que notre travail avait été lu et apprécié, et apporter cette petite précision dont vous jugerez vous-même qu'elle était empreinte de politesse. Sur ce fait, je vais maintenant vous demander de prêter serment. Monsieur Fabrice Arfi, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Donc, nous allons procéder comme nous procédons habituellement, par un exposé, j'allais dire une figure libre. Vous nous indiquerez tout ce que vous souhaitez révéler, réaffirmer à notre commission sur le thème de notre commission. Après quoi, Éric Bocquet, notre rapporteur, vous posera un certain nombre de questions qui seront vraisemblablement développées par mes collègues. Alors écoutez, monsieur, vous avez la parole. Merci d'abord de l'invitation, car c'est toujours un moment démocratique important quand le Parlement se saisit de ses pouvoirs d'investigation. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le journalisme d'opinion, la position qui est la mienne n'est pas de dire qu'il y aurait un journalisme supérieur à un autre, mais simplement que de mon point de vue,
Je pense que ce ne sont pas les opinions qui font l'opinion, mais les faits qui font l'opinion. Et c'est pour ça que j'aime être un artisan de l'information par les faits. Et c'est ce que je vais tenter ici le plus modestement possible, si tenter que ça puisse éclairer les travaux de la commission, de montrer par les faits, par les documents, par ce que nous avons révélé dans Mediapart, car je viens ici un peu comme un porte-parole des enquêtes de Mediapart depuis 5 ans. Il est vrai que depuis que le journal a été lancé en mars 2008, nous avons eu à mettre au jour un certain nombre d'histoires qui sont devenues des affaires et qui sont aujourd'hui des dossiers judiciaires. C'est ainsi, je peux parler de l'affaire Tapi, de l'affaire Takieddine, de l'affaire Bettencourt, de l'affaire Karachi, de l'affaire Cahuzac, de l'affaire Kadhafi. Il se trouve que toutes ces affaires, il y a, comme le disait Claude Lévi-Strauss, un invariant dans toutes ces affaires, et c'est précisément ce qui nous anime et nous rejoint ici, ce sont les paradis fiscaux. Dans toutes les affaires que je viens de citer, il y a les paradis fiscaux, en permanence, partout, tout le temps, pour plusieurs raisons. Vous le savez bien mieux que moi, le paradis fiscal permet de, évidemment, contourner l'impôt, avec une obsession qui pour certains relève de la jouissance, mais pas seulement. Le paradis fiscal est une boîte noire qui permet de cacher l'argent, quand son origine n'est pas avouable ou quand sa destination ne l'est pas non plus. Donc c'est aussi une boîte noire de la corruption, une boîte noire du blanchiment, une boîte noire de toutes les pratiques financières illicites qui font que l'enrichissement de quelques-uns correspond en réalité à l'appauvrissement de tous. C'est de cela dont nous parlons, cet argent que nous devons les uns les autres. Alors, dans toutes ces affaires, le paradis fiscal est constant, et c'est vrai que pour nous, journalistes, il est parfois compliqué, une fois d'avoir révélé les faits, parfois avec le caractère spectaculaire qu'ils peuvent recouvrir, ou l'aspect un peu sulfureux de telle ou telle personnalité qui est désignée dans telle ou telle enquête, qui provoque ce qu'on peut appeler parfois le scandale ou la polémique, ce avec quoi je n'ai aucune difficulté. Mais il y a un deuxième étage de la fusée qui pour nous est toujours compliqué, je trouve, c'est la pédagogie de tout cela. Car si les affaires que nous révélons devaient rester des sortes de faits divers financiers un peu spectaculaires, j'estime que nous aurions perdu la bataille de l'information. Et le plus dur est le travail des commissions d'enquête parlementaires, le travail des hommes politiques, le travail des institutions, le travail de la presse, est aussi de faire la pédagogie. Pourquoi tout cela a du sens ? Pourquoi tout cela a du sens ? Et c'est pourquoi je me permets de venir avec une toute petite citation d'un ouvrage que peut-être vous connaissez, qui est sobrement intitulé « Les paradis fiscaux », qui est sorti en 2012 aux éditions André Versailles, de mon confrère américain Nicolas Shaxson, qui est journaliste pour, entre autres, The Economist ou le Financial Times, qui ne sont pas réputés pour être des journaux révolutionnaires. Et pourtant, ce que nous dit Nicolas Shaxson de ses enquêtes sur les paradis fiscaux, c'est qu'ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, une économie parallèle, mais un réel poumon. Ils sont au cœur de l'économie mondiale. Et il a une définition qui est très imagée, qui nous permet, je crois, à tous de comprendre de quoi nous parlons et pourquoi ce ne sont pas simplement des affaires qui flottent comme ça au-dessus de nos têtes et ne nous concerneraient pas au quotidien. Il a cette image que je me permets de vous lire. Imaginez-vous dans un supermarché où vous faites vos courses tous les jours. Derrière un cordon de velours rouge, des personnes bien habillées règlent leurs achats à une caisse prioritaire. Sur votre ticket de caisse, il y a une ligne frais divers, avec en face une somme énorme destinée à financer les achats des personnes derrière le cordon rouge. Désolé, vous dit le gérant d'un supermarché, on n'a pas le choix. Si vous ne payez pas la moitié de leurs achats, ils iront faire leurs courses ailleurs. Veuillez régler, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il se passe concrètement si nous appliquons le principe du paradis fiscal à la vie courante. Nous payons pour d'autres. Bon. Alors, je suis venu avec des exemples pour ne pas faire de discours, parce que je n'en ai ni les moyens intellectuels ni la prétention, mais simplement venir avec des petits éléments factuels qui, je crois, peuvent éclairer
précisément le sujet de votre commission. Donc, je suis venu avec des tout petits exemples de 1, 2, 3, 4, 5, 6 affaires que j'ai eu à connaître dans le détail, en bloc et en détail, comme aurait dit un ancien ministre du budget, à Mediapart, qui à la fois peuvent répondre à la question que vous vous posez sur la complicité, en quelque sorte, de certains organismes bancaires, ou sur l'apathie ou l'insuffisance des contrôles institutionnels face à ce type de pratiques. Alors je passe assez vite sur le premier exemple. Vous en entendez beaucoup parler. Je crois qu'il a été entendu ce matin à huis clos dans l'Assemblée d'à côté. Je parle de l'affaire HSBC et les listings Falciani. Nous avons raconté, Mediapart et l'émission Cash Investigation, France 2, comment, à un moment donné, et cela arrive au carrefour d'une autre affaire, ce qui lui donne un peu son sel, comment un président de commission des finances, dont vous savez bien mieux que moi quels sont les pouvoirs d'investigation, ils sont absolument considérables, a été destinataire en août 2010 d'informations extrêmement précises sur les opérations illicites, les pratiques illicites et de blanchiment et de financement occulte de la banque HSBC. Ce président de commission était Jérôme Cahuzac. Et que n'a-t-il fait des informations qu'il avait entre les mains? Rien. Rien. Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer tout cela. Évidemment, il était concerné personnellement par la fraude fiscale. Lui-même avait recours au service des banques pour pouvoir échapper à l'impôt et dissimuler des avoirs. Et comme nous l'avons raconté, contrairement à ce qu'il a dit à une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'affaire qui porte son nom, son frère, Antoine Cahuzac, était bien membre du comité exécutif de HSBC France au moment de ces faits. Et contrairement à ce qu'il dit, l'enquête judiciaire qui a été ouverte et confiée aux juges Von Rumbeck et Charlotte Bilger porte bien sur les relations entre HSBC France et HSBC Genève. Dans cette affaire, on a pu voir également, qui est une autre illustration, je crois, une leçon de choses de ce que nous avons pu découvrir, des problèmes permanents, persistants, des liens incestueux qui peuvent exister entre certains pouvoirs d'enquête et le pouvoir exécutif, où le cordon ombilical n'est pas coupé, et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et j'entendais mon confrère Antoine Peillon en parler tout à l'heure quand il évoquait Tracfin. Il a tout à fait raison. Tracfin est un outil formidable, alors qui marche sur la bonne volonté des établissements bancaires, puisque ce sont des déclarations de soupçons des banques qui leur remontent, mais beaucoup de banques font remonter beaucoup de déclarations de soupçons. Et il est exact, et je peux en témoigner, que Tracfin parfois ne fait pas suivre certains dossiers, ne les judiciarise pas, et le lien qui peut exister avec le pouvoir exécutif dans certaines affaires, quand certaines personnalités sont en cause, est problématique. Deuxième petit exemple, l'affaire Bettencourt. Alors l'affaire Bettencourt, que certains ont voulu voir sous l'angle d'une sorte de récit entre Balzac et Dallas, est aussi l'histoire de paradis fiscaux. Il ne faut pas oublier que nous avons découvert grâce à l'affaire Bettencourt que Madame Bettencourt n'a jamais été contrôlée. N'a jamais été contrôlée fiscalement. Ce sont les déclarations de la comptable Claire Thibault qui ont été confirmées. Claire Thibault est restée 15 ans au service de Madame Bettencourt. Elle n'a jamais été contrôlée personnellement par le fisc. Il a fallu cet accident de l'histoire rocambolesque, les enregistrements du majordome, pour que nous découvrions l'immensité de la fraude fiscale de la maison Bettencourt, qui ont amené pour la première fois un contrôle fiscal et la découverte de 12 comptes non déclarés à l'étranger. L'essentiel en Suisse, mais certains à Singapour. Ce sont au total, depuis leur ouverture, des centaines de millions d'euros qui ont été soustraits au bien national, au bien commun. Il a fallu qu'un majordome prenne sur lui de faire cet acte que l'on peut considérer déloyal, immoral, voire illégal,
de placer un dictaphone pour enregistrer les conversations d'affaires de l'héritière de L'Oréal et une espèce de balle de personnage qui s'intéressait beaucoup à sa fortune, pour que nous découvrions l'immensité de la fraude fiscale de Madame Bettencourt. Pourquoi Madame Bettencourt n'a jamais été contrôlée? Y avait-il un pacte tacite entre les pouvoirs politiques successifs pour ne pas enquêter sur Madame Bettencourt fiscalement? Toutes les grandes fortunes, normalement, sont contrôlées à peu près à tous les 3 ans, à peu près. Pas Madame Bettencourt. Pourquoi? On voit là un déficit qui pourrait être de l'ordre politique ou culturel et qui n'est pas une question partisane droite-gauche. Tout ce que je dis là se situe très 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 au-delà d'une ligne de fracture droite-gauche. Autre exemple, l'affaire Cahuzac. Alors, je ne vais pas en parler sous l'angle dont on en a beaucoup parlé et dont la rédaction de Mediapart et moi-même en avons fait un livre, mais de derniers développements apparus grâce à l'enquête parlementaire qui continue toujours à l'Assemblée nationale. Et ça rejoint alors là en plein ce que mon confrère Antoine Peillon a raconté dans son livre. Vous savez qu'il a été question dans l'affaire Bettencourt de savoir quel était le degré de connaissance de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur de l'affaire. L'affaire Cahuzac, pardon, j'ai dit Bettencourt, excusez-moi. Degré de l'affaire. Le patron des services secrets intérieurs, M. Calvar, a été entendu à huis clos. Il avait été dit qu'il n'y avait jamais eu de note blanche. Finalement, M. Calvar a dit que oui, il y en avait bien une, mais que M. Cahuzac n'était pas cité dedans. Et finalement, cette note blanche de la DCRI a été donnée à la commission et son contenu a pu être connu d'un certain nombre de journalistes. Alors, c'est vrai que M. Cahuzac n'apparaît pas dans cette note blanche. Y en avait-il une autre ou pas? Ça n'est pas du tout l'objet de nos débats. Mais qu'est-ce qu'on apprend à la lecture de cette note qui est quand même stupéfiant par rapport à ce que sont vos travaux? C'est que en avril 2009, la DCRI savait tout des pratiques d'évasion fiscale, de démarchage illicite bancaire de UBS en Suisse et de sa filiale, enfin pas de sa filiale, mais de la banque en France. Ils savaient tout. Et que s'est-il passé? Rien. Pour quelle raison? L'enquête judiciaire, il a fallu le livre d'Antoine Peillon, notamment, pour qu'aujourd'hui elle aboutisse à la mise en examen, et ça n'est pas rien, de la personne morale UBS France et de la personne morale UBS Suisse. Ce qui est suffisamment rare pour être noté, car très souvent, ce sont quelques dirigeants, quelques fusibles qui sautent. Là, et c'est rare judiciairement, ce sont les personnes morales qui sont mises en examen. Dans les affaires de corruption, les affaires de blanchiment de fraude fiscale, c'est extrêmement rare. Généralement, c'est un directeur financier ici, un directeur administratif là, parfois un PDG, mais rarement la personne morale. Ce qui est important, parce que la personne morale, on est dans le système, on est dans la pratique institutionnelle, privée ou publique, si l'entreprise est publique, peu importe. Alors ça pose une question qui est fondamentale et que moi je peux croiser souvent. C'est la question, peut-être a-t-elle déjà été évoquée devant votre commission, de l'article 40. Des fonctionnaires, vous le savez encore mieux que moi, tout agent dépositaire de l'autorité publique est censé alerter le procureur de la République s'il est témoin de crimes ou délits. C'est une obligation, mais subtilité, je ne sais pas si ça relève d'une forme de culture française et de ses dérogations parfois. Subtilité, c'est une obligation, mais si on ne le fait pas, il ne se passe rien. Il n'y a pas de sanction si l'obligation n'est pas respectée. Alors, je ne sais pas dans la pratique comment les choses peuvent changer, mais le fait est que l'article 40, qui est je crois, un bon article du Code de procédure pénale d'alerte pour saisir les autorités compétentes sur quand un fonctionnaire est témoin de ce qui pourrait être un délit, notamment financier, notamment de fraude fiscale, pour que la démocratie fonctionne, parce que les institutions prennent le relais des soupçons, les vérifient ou les infirment, peu importe, c'est une obligation, mais si elle n'est pas respectée, c'est pas grave. Donc peu de gens, in fine, utilisent l'article 40 et il n'y a pas ce poids de l'autorité quand des fonctionnaires, y compris de la DCRI. Les agents des services secrets ne sont pas des gens à part vis-à-vis de la fonction publique. Bon. Une autre affaire, quatrième, on en a entendu parler récemment. Alors là, on rentre dans
on va dire, la cathédrale, une cathédrale de subtilité financière qui est l'affaire Hermès LVMH. Vous savez comment LVMH, secrètement, pendant des années, est monté au capital de Hermès. Et ces dirigeants ont découvert du jour au lendemain que, alors qu'ils avaient manqué à leur obligation de déclaration vis-à-vis des marchés financiers, LVMH était un actionnaire très important de Hermès. Alors, que découvre-t-on dans les documents, qui sont des documents que je peux bien évidemment vous laisser, et qui sont connus, mais de l'AMF, etc. Tout ça, c'est fait à partir de quoi? Cette montée secrète dans le capital de LVMH? Des paradis fiscaux? Des paradis fiscaux de sociétés liées à LVMH, j'en ai les preuves ici, qui sont domiciliés au Panama, qui sont domiciliés encore au Panama, toujours au Panama. Voilà. Les documents de LVMH le montrent. Pour des opérations sur des sommes absolument considérables. Si on fait le tout petit travail de prendre à combien l'action a été achetée par l'une de ces sociétés, qu'elle s'appelle Hannibal, Evil Ford Business ou autre, et que l'on compare à combien elles ont été vendues quelques années plus tard, jusqu'au moment où LVMH apparaît comme le réel propriétaire de tout cela, la plus-value sur le papier, en titre, avec un système financier assez compliqué qui s'appelle l'equity swap, on est à plus d'1 milliard d'euros. On est à plus d'1 milliard d'euros. Le jugement de l'AMF vient de tomber, et c'est ce que je voulais dire. Quelle est l'amende de LVMH? 8 millions d'euros. Et l'amende maximale requise était 10 millions. On ne pouvait pas aller plus loin que 10 millions. Comment voulez-vous qu'il y ait une pédagogie efficiente, qu'il y ait une autorité réelle qui témoigne d'une volonté à la fois politique, sociale et culturelle de lutter sur ce type de pratique, quand l'amende maximale est de 10 millions, la condamnation effective de l'amende est de 8 millions, alors que les sommes en jeu dépassent le milliard d'euros. Je n'aurai pas l'indécence ici de donner le chiffre d'affaires de LVMH, que je ne connais pas par cœur. Mais si vous voulez, cela me donne le sentiment, comme souvent dans ces affaires, que l'on s'attaque à des portes blindées avec un plumeau pour les fracturer. Un autre exemple, l'affaire Takieddine. Alors là, affaire complexe, et non pas compliquée, mais complexe si elle en est, qui touche à des ramifications portant sur 20 ans. Et alors là, je vous ai amené un document qui avait fait l'objet d'un article de Mediapart en juillet 2012, signé par mon éminent confrère Karl Lasquet et moi-même, Libye, Sarkozy et Argent Noir, les affaires de Takieddine avec la Barclays. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, la banque Barclays. Nous avions récupéré un document qui fait, je crois, 19 pages, quand M. Takieddine voulait contracter auprès de la Barclays des emprunts bancaires. Et la Barclays a fait ce qu'on appelle des due diligence sur la personne pour savoir s'il lui prête de l'argent ou pas. Et donc ils font une sorte d'enquête, non pas de moralité, mais de savoir s'il est solvable, est-ce qu'il peut être lui-même profitable pour la banque, etc. Et que découvre-t-on à la lecture de ce rapport, que je vous laisse si vous le souhaitez? C'est que la Barclays, c'est tout, absolument tout, des montages offshore de M. Takieddine, de ses techniques de blanchiment, des sociétés écrans cachées dans d'autres trusts, cachées dans des fondations, tout est décrit, il y a même des schémas très bien faits et très justes en l'occurrence. Et que peut-on lire dans ce rapport quand on l'a traduit? Ces revenus actuels... Alors, petite parenthèse, mais pour vous montrer que la moralité vraiment n'est pas une priorité, ces revenus actuels découlent d'un contrat qu'il a négocié pour la fourniture d'équipements de surveillance électronique aux fins de surveillance des emails et d'Internet entre les gouvernements français et libyens. Ce qui est tout à fait juste. Il reste à payer 5 millions d'euros sur ce contrat pour les 2 ans à venir. Je dis simplement cela pourquoi? Parce que ce contrat-là de vente de matériel d'espionnage électronique par la France à la Libye, où le principal intermédiaire était M. Takieddine, qui a touché 4,2 millions d'euros de commission via des structures offshore, est aujourd'hui au cœur de plusieurs enquêtes judiciaires, dont une pour complicité de crimes contre l'humanité. Car c'est ce système d'espionnage qui a permis grâce notamment au paiement via les paradis fiscaux, d'espionner les opposants à M. Kadhafi,
qui était la première étape avant de les arrêter, de les torturer, parfois même de les tuer. Alors, qu'écrit la Barclays? Comme on peut s'y attendre pour un client de la nature de Ziad, ses avoirs sont détenus par le biais de structures offshore, bien qu'il soit, lui et non un trust, le bénéficiaire direct de chacune. En raison de sa résidence fiscale, entre guillemets, à Paris, la structure de ses propriétés d'actifs est un peu complexe. C'est un monsieur qui s'appelle William Hartford qui a écrit ça, qui ne travaille plus à la Barclays aujourd'hui, qui travaille pour le vendeur d'armes Adnan Khashoggi. Il écrit « Notre relation de prêt bancaire passera par la structure aux îles Vierges britanniques qui détient la propriété de Londres de Ziad Taqieddine. » Il poursuit « Il est probable que le client possède des liquidités et des avoirs au-delà de ce qu'il a déclaré, mais il est réticent à déclarer la totalité de ses actifs à une tierce partie à ce stade de la relation avec la banque. Sa résidence en France et le régime fiscal qui lui est associé font qu'il est prudent quand il discute de ses revenus et avoirs imposables. » Donc là, vous avez la démonstration qu'une grande banque qui s'appelle la Barclays, c'est tout des motivations de fraude fiscale, éventuellement de corruption, de complicité avec des régimes dictatoriaux, d'utilisation d'argent offshore d'un homme, M. Taqieddine, qui est aujourd'hui sous écrou dans plusieurs affaires judiciaires dans lesquelles il est cité. Donc ces exemples que j'ai voulu vous donner, et il y en a bien d'autres, et ils n'en sont en rien exhaustifs, ils sont forcément partiels, je crois, démontrent par simplement les faits, sans jugement ni moral, ni de quoi que ce soit, quelle est l'immensité du problème qui est devant nous tous, qui sommes attachés aux questions qui vous animent. Alors, par rapport à tout cela, c'est vrai que pour avoir la chance de pouvoir rencontrer des magistrats, des enquêteurs, des policiers, des agents secrets, beaucoup de personnes qui, de près ou de loin, sont détenteurs d'informations d'intérêt public, pour nous, journalistes, c'est vrai que plusieurs questions fondamentales se posent. Que ce soit le respect de la protection des sources, dont on pourra reparler si vous le souhaitez, qui n'est pas une mince affaire, et la nouvelle loi, si elle comporte quelques avancées, comporte aussi toujours une impasse importante. C'est la protection de ces personnes que l'on appelle aux États-Unis des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, qui sont absolument fondamentaux dans la connaissance de la vérité si on part du principe que dans une démocratie, la transparence doit être la règle et le secret l'exception. Que quand on parle d'argent public, dans l'expression argent public, il y a le mot quand même public. Et qu'il est normal que nous sachions tous ce qu'il se passe concernant cet argent que l'on se doit les uns aux autres. Ce qui me remonte beaucoup également, c'est le défaut d'alerte, parfois, y compris pour les services enquêteurs eux-mêmes. On en parlait tout à l'heure, l'article 40, qui est en réalité très peu utilisé. Ça peut être également la communication ou la judiciarisation des découvertes des chambres régionales des comptes ou de la Cour des comptes. Parce que les temporalités ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'il n'y a pas toujours une judiciarisation évidente. Ça peut être Tracfin comme Antoine Peillon ou moi-même l'avons évoqué. Ça peut être également, vous l'avez vu, ça a été l'enjeu de la loi présentée sur la fraude fiscale, ce qui a été appelé le verrou de Bercy, qui n'a toujours pas sauté. C'est-à-dire que nous sommes la seule démocratie où l'administration fiscale a les pleins pouvoirs, le monopole absolu sur la judiciarisation ou non d'un délit, la fraude fiscale. Ce qui met les magistrats, les parquetiers, les juges dans des situations extravagantes où pour pouvoir avoir l'opportunité de poursuite, il faut qu'ils aillent chercher le blanchiment de fraude fiscale. Ce qui veut dire des enquêtes déjà beaucoup plus compliquées. Parce que non seulement il faut trouver le délit, mais il faut trouver le moyen du délit. Bon. Comment voulez-vous qu'il y ait une pédagogie politique, culturelle vis-à-vis de ces affaires si on ne considère pas que la fraude fiscale, c'est aussi un délit, une attaque contre la société, ce qui est le propre quand même du pénal, et que ça ne peut pas simplement être des questions de négociation entre un État et des fraudeurs, de transactions à qui paye le mieux, le plus vite.
il y a aussi une charge symbolique, et pas que symbolique, importante dans la judiciarisation de ces affaires. Ça, c'est à main gauche. Et j'en termine à main droite. Une fois qu'il y a les affaires, alors là, je sais qu'on va toucher un domaine compliqué dont je n'ai évidemment pas les réponses, mais que se passe-t-il en termes d'exemplarité? On le voit trop souvent, il y a encore des exemples très récents, quand des hommes politiques, par exemple, sont condamnés dans des faits de fraude fiscale, de corruption, ils se représentent, ils sont élus. Confère Gaston Floss, confère M. Bédier, qui n'est pas encore réélu, mais qui a fait 45% au premier tour, si je ne me trompe pas. Donc, je trouve que ce petit panorama-là nous montre quand même un paysage assez dévasté vis-à-vis de ce que peut être la culture démocratique vis-à-vis de ces questions, qui ne sont encore une fois pas des questions annexes de notre vie quotidienne. Elles sont au cœur de notre vie quotidienne. Et c'est vrai que pour nous, journalistes, c'est dur de sensibiliser l'opinion publique au-delà du caractère scandaleux, sulfureux, spectaculaire de certaines affaires sur ces questions. Parce qu'il est vrai que l'opinion, c'est aussi un muscle. Et que il est important que, je crois, chacun puisse considérer au-delà, encore une fois, des questions partisanes droite-gauche. Parce que cet argent-là, cet argent public, il n'est pas de gauche ni de droite. Hein, c'est nos crèches, nos écoles, enfin vous savez tout ça. Bon, voilà, et c'est pourquoi Mediapart, qui est un tout petit laboratoire, s'emploie à essayer le plus sincèrement possible de mettre sur la table des informations d'intérêt public qui sont susceptibles de nourrir cette conversation. Merci beaucoup. La parole est à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Arfi, de ce préambule extrêmement documenté et très intéressant, où je partage, je crois que c'est l'ensemble de mes collègues, le souci que vous avez de la pédagogie. Vous parlez de culture démocratique, j'aime bien l'expression, mais je pense que chacun à nos places respectives, nous avons cette responsabilité commune, nous portons cette préoccupation effectivement de porter à la connaissance du plus large public, en tout cas c'est notre souhait, l'analyse, la compréhension et la transparence finalement, c'est là notre fonction essentielle, et puis bien sûr des propositions et des solutions pour agir. Vous avez parlé de plusieurs dossiers, plusieurs cas connus impliquant des personnalités dont il est beaucoup question depuis plusieurs années dans beaucoup de cas. Mais j'aimerais également que vous donniez des informations, si tant est que vous en ayez, ou des éléments d'éclairage sur le rôle qu'ont pu jouer dans tous ces montages, dans tous ces systèmes, les opérateurs, les structures financières, par exemple. Vous avez évoqué donc les paradis fiscaux. Effectivement, il y a les acteurs, il y a les lieux, il y a les décors, et puis il y a les montages. Il y a la mécanique un peu qui est au cœur de nos préoccupations de cette commission d'enquête. Donc, sur toutes les affaires sur lesquelles vous avez pu enquêter ou être informé, et quels établissements financiers concrètement, français ou étrangers, avez-vous croisé dans vos investigations ? Alors pour répondre à la dernière question, je crois pouvoir dire très sincèrement d'avoir croisé le nom d'à peu près tous les établissements financiers connus de la place, et ceux qui sont également moins connus, qu'ils soient français ou étrangers. Il suffit d'ailleurs de regarder la liste des filiales dans les paradis fiscaux d'un certain nombre d'établissements bancaires français ou étrangers, et des associations travaillent dessus. Je pense au CCFD Terre Solidaire ou d'autres qui ont fait des rapports très précis sur ce type de pratique, ou le Tax Network Justice qui travaille beaucoup d'ailleurs avec Nicolas Jackson que je citais tout à l'heure. Alors sur les pratiques, moi je ne suis pas un spécialiste et un praticien de tout cela, et vous avez entendu, je crois, des gens qui ont été au cœur de cette industrie de la fraude fiscale, mais c'est vrai que on constate que en cela on est dans une forme de, je vais volontairement outrer mon propos, mais de mafia financière, puisque comme dans le crime organisé, on découvre qu'ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Ils arrivent toujours à contourner le nouveau texte, fût-il de plus en plus répressif. Toujours, avec une technicité toujours plus élaborée. Et face à ces pratiques-là,
des complexités diplomatiques, des complications judiciaires, une lenteur qui permet au crime financier de prospérer. Alors les techniques, elles sont extrêmement nombreuses. L'affaire Cahuzac nous a permis de découvrir comment il pouvait exister ce qu'on appelle des comptes omnibus ou des comptes maîtres ou des masters à compte dans des banques, c'est-à-dire que l'ayant droit réel d'un compte en banque ou le bénéficiaire économique, peu importe, n'apparaît pas dans les livres de compte de la banque, puisqu'il est dissimulé dans un nuage de comptes dont l'ayant droit est une société de gestion. La société Rail et compagnie, qui n'est devenue une banque qu'en novembre 2010. Contrairement à ce qu'on peut entendre, avant novembre 2010, elle n'avait pas de licence bancaire, était réputée pour ce type de pratique. Vous avez, je crois, reçu quelqu'un qui a été un praticien, Monsieur Pierre Condamin-Gerbier, qui, au-delà de ses déclarations sur les stings politiques, éventuellement, de fraudeurs, explique, je crois, assez bien ce que peut être un certain nombre de pratiques, par exemple les prêts lombards, ce qu'on appelle les prêts back-to-back, ou comment on fait de la garantie d'actifs entre deux banques, l'une avec des avoirs non déclarés, l'autre avec des avoirs déclarés. Voilà, les stratégies financières sont permanentes. Alors évidemment, le trust, la fondation, Liechtenstein, l'Anschlat, la cascade de sociétés de portage. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure un peu l'image du plumeau pour fracturer une porte blindée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont surarmés et en face des administrations parfois mal outillées, de très bonne volonté, mais mal outillées. Et donc la question qui se pose, c'est comment se battre à armes égales pour pouvoir percer à la fois cette énorme puissance financière et cette mobilité permanente. Vous le voyez, vous parlez de la géographie, mais chaque année, quasiment, la place forte du offshore bouge. Un jour, c'est Singapour, et puis c'est Hong Kong, et puis c'est les paradis fiscaux insulaires, et puis c'est encore un autre, parce que chacun a sa petite spécificité, chacun a trouvé le petit truc et astuce qui lui permet d'être premier de la liste sur ce type de pratique. Nous sommes évidemment preneurs des documents que vous nous avez proposés de nous remettre, qui sans doute auront de l'intérêt dans nos travaux et notre information. Sur la supervision, qui est aussi une préoccupation que nous avons, et nous investiguons sur ce sujet de manière récurrente, quelles sont les grandes défaillances à vos yeux en matière de supervision de la part des autorités en charge, en matière d'enquête? Avez-vous pu identifier dans vos travaux? Et si les informations auxquelles vous avez pu avoir accès, vous, pensez-vous que les services de la République, au sens large, aient pu eux aussi en avoir connaissance de la même manière? Alors oui, parce que j'ai souvent pu constater que quand on veut savoir, on peut savoir. Et l'affaire Cahuzac a été de ce point de vue un enseignement quasi caricatural, d'ailleurs à beaucoup de points de vue. Mais rendez-vous compte que nous, alors que nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, avec un calepin, un stylo et un tout petit peu de jugeote, on a réussi à retrouver ces comptes de M. Cahuzac, peut-être y en a-t-il encore d'autres, là où, après leur révélation, l'administration fiscale, Bercy, la DGFiP, non seulement n'a pas trouvé le compte que nous avions déjà révélé, mais a dit qu'il n'y en avait pas. Alors je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou de la complicité, c'est pas mon souci, mais je constate qu'avec les mêmes éléments d'information, c'est-à-dire ceux de Mediapart, la DGFiP a conclu qu'il n'y avait pas de compte, comme nous l'avions dit, et que la justice a conclu qu'il y en avait bien un. La DGFiP a trouvé le contraire de la vérité quand la justice, quelques semaines après, a trouvé la vérité. Alors, je ne rentre pas dans le débat de l'opportunité de l'enquête parallèle, dont on a découvert d'ailleurs depuis qu'elle a été faite quand même dans le dos de la justice, ce qu'a révélé le procureur de la République de Paris, qui n'était pas au courant de ces investigations administratives alors que la justice enquêtait déjà. Antoine Peillon est bien plus compétent que moi sur la question, mais il est vrai que les services de renseignement français sont très bien renseignés. C'est vrai, c'est exact que la DCRI, que les douanes, y compris la DGSE,
à beaucoup d'informations. La question qui se pose, c'est comment pouvons-nous, quand les délits sont constatés, sont là, ou que le soupçon est suffisamment fort pour le judiciariser. Et j'en ai parlé tout à l'heure, l'article 40 me paraît être un outil formidable, mais c'est un bâton dont on a déjà quasiment cassé le manche, si vous voulez. Donc une obligation dont le non-respect n'est pas sanctionné est un non-sens. Est-ce qu'on peut imaginer que la DCRI dispose d'informations que la DGFiP, par exemple, ne pourrait avoir en sa possession? Est-ce que c'est imaginable? Je crois pouvoir dire que c'est plus qu'imaginable, mais c'est le cas. C'est le cas. Je ne suis pas certain que du côté de la DGFiP, on ait eu cette finesse dans la connaissance des stratégies de blanchiment de la banque UBS. Pourquoi y a-t-il eu une enquête après, dans ce cas-là? C'est une enquête judiciaire, vous voulez dire? Parce qu'au bout d'un moment, quand les faits... Non, une enquête de l'intérieur sur le sujet. Une enquête de l'intérieur, mais parce qu'il y a au sein de la DCRI une sous-direction qui s'appelle la sous-direction K, au sein de laquelle il y a une section qui s'appelle la section K5, dont précisément, je pourrais vous en donner un organigramme si vous le voulez, dont précisément le travail consiste à traquer le blanchiment et qui concerne les activités bancaires. Et de par la qualité du travail des agents de la DCRI, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on a une administration incompétente, puisque ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Je veux dire que nous, certaines informations que nous pouvons révéler, nous ne les sortons pas de notre chapeau. On n'invente pas les choses. Il ne s'agit pas de dire que les services de renseignement sont nos sources, mais je peux ici témoigner que souvent j'ai croisé sur le chemin de mes enquêtes, qui sont très artisanales, pas de fait, des fonctionnaires qui eux aussi avaient eu le soupçon. L'affaire Cahuzac, de ce point de vue-là, est formidable. En 2001, le fisc avait déjà été alerté. En 2008, le fisc a été re-alerté. Et il a fallu les révélations de Mediapart, bien que la DGFiP ait trouvé le contraire de la vérité, pour que, enfin, grâce au travail de la justice et aux moyens qui sont les siens, on ait pu trouver les comptes. Encore que, il s'en est fallu de peu pour que la justice ne trouve pas les comptes. Pourquoi? Parce que le blanchiment de fraude fiscale ne suffit pas pour la Suisse pour coopérer judiciairement avec la France. C'est parce que dans la demande d'entraide pénale du parquet de Paris, il y a eu un addendum sur blanchiment de fraude fiscale plus les activités de M. Cahuzac liées au laboratoire, que la Suisse s'est décidée à répondre à la France. Le blanchiment de fraude fiscale en soi, qui pour nous est un crime financier, pour la Suisse, ça ne suffisait pas pour qu'elle coopère. Et heureusement que Mediapart avait, de ce point de vue-là, raconté dès le mois de décembre quels étaient les liens de M. Cahuzac avec l'industrie pharmaceutique, son lobbying, les activités de conseil, etc. Sans ça, la justice n'aurait pas découvert les faits et le mensonge aurait été aujourd'hui une vérité. Madame Goulet. Oui, je vous remercie de votre intervention qui est vraiment une illustration du sujet de cette saison 2, qui sont les banques, cette fois-ci, et pas seulement. Bon, donc, évidemment, les questions vont un peu se répéter. Nous avons dans quelques jours un texte sur la transparence de la vie publique, et pas seulement de la vie politique. Est-ce que vous pensez que ce texte est nécessaire et suffisant? Est-ce que vous pensez que c'est déjà une avancée? Moi, j'ai une question à vous poser sur la publication, les déclarations de patrimoine des élus. Moi, j'aimerais votre œil de journaliste parce que nous sommes... alors, c'est un tout petit peu en marge, et j'espère que le Président me pardonnera, mais c'est d'une actualité brûlante pour ce qui concerne les travaux de notre maison. Moi, je suis un peu inquiète quant à la publication. Parce que la publication peut nous amener, évidemment, à des débordements multiples et variés. Qu'est-ce que vous pensez de la publication du patrimoine telle qu'elle est prévue par le texte ? Et la deuxième chose qui m'intéresse, au-delà de dizaines d'autres questions qu'on pourrait vous poser,
c'est la formation de nos agents. Parce que la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu Dominique Strauss-Kahn qui nous a expliqué dans des termes un peu différents, mais en fait ce que vous venez de nous dire, à savoir qu'en matière de fraude fiscale, on jouait au football avec des règles sur un terrain de basket. Enfin, en gros, donc il y avait quand même une distorsion énorme entre la réalité des choses et les moyens qu'on y mettait pour. Bon. Donc moi, j'aimerais savoir si dans le cours de vos investigations, vous avez relevé des carences manifestes. De formation des personnels que vous avez pu rencontrer ou des agents. Et enfin, si vous avez une seule préconisation à faire pour les textes qui viennent sur la transparence de la vie publique dans quelques jours et sur la fraude et l'évasion fiscale dans 2 semaines, quelles seraient ces préconisations ? Alors, merci pour la question. Alors moi, je n'ai pas du tout ni le désir ni la vocation de sortir de mon rôle, mais je vais quand même essayer de répondre le plus simplement possible. Alors, sur la loi sur la transparence, bon, sincèrement, je ne suis pas arbitre des élégances législatives ou parlementaires. Cela étant, le fait est que je ne crois pas que resserrer un peu le boulon sur les déclarations de patrimoine aurait fait que M. Cahuzac aurait inscrit ses comptes suisses dedans. Bon, cela étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pars du principe, peut-être suis-je plus proche d'une sorte de culture anglo-saxonne de ce point de vue-là que française, que quand on est un homme public, on doit rendre des comptes. Bon. Est-ce qu'il faut rendre public les patrimoines? Sincèrement, je n'ai aucune religion sur la question. Je ne sais pas. La pratique montrera si c'est valable ou pas, s'il y aura des débordements ou pas. Ça existe dans d'autres démocraties sans que ça provoque une culture du voyeurisme. Cela étant, il est tout à fait normal qu'il y ait des autorités, qu'il y ait des pouvoirs d'investigation et de contrôle pour voir s'il y a des enrichissements, des évolutions anormales de patrimoine de personnes qui vivent de l'argent du peuple. Bon. Du public. Alors, c'est marrant parce que j'étais venu avec c'est passé un peu inaperçu, mais c'est un billet de blog de l'ancienne correspondante de Radio France aux États-Unis qui s'appelle Fabienne Sintès, qui est revenue à Paris et qui avait un blog très bien et qui avait réagi à l'affaire Cahuzac dès le 5 avril, donc c'est 2 jours après les aveux de M. Cahuzac. Et elle avait fait un billet très instructif qui s'appelait « Si Jérôme Cahuzac était américain » et qui répond en plein à votre questionnement et même au questionnement le sujet de la commission. Et elle racontait ce système qui s'appelle le vetting process aux États-Unis, qui veut dire passer au crible, c'est-à-dire comment chaque ministre, chaque juge, y compris même de la Cour suprême, chaque haut fonctionnaire doit accepter, pardonnez-moi l'expression mais c'est la sienne, de se mettre à poil avant de prendre un poste aussi important. Elle donne la liste des 63 questions qui sont posées, comment l'administration épluche les déclarations fiscales sur les 10 dernières années, sur le patrimoine, comment il y a une culture aux États-Unis du parjure, notamment de la parole publique. Je pense que, par exemple, ce ne serait pas absurde de créer un délit de parjure pour les hommes publics, y compris pour ceux qui témoignent dans des procédures judiciaires. Qu'un homme politique entendu et que sur PV il mente et qu'on découvre par les développements de l'enquête qu'il a menti, qu'il y ait un délit de parjure. Je ne trouve pas ça complètement extravagant. Le fait est que si le vetting process à l'américaine avait été appliqué à M. Cahuzac n'aurait jamais été ministre du budget. Peut-être parlementaire, mais pas ministre du budget. C'est-à-dire que nous n'aurions pas eu cette situation renversante d'un homme dont la charge publique est de lutter contre la fraude fiscale, qui est lui-même un fraudeur fiscal depuis plus de 20 ans. Voilà. Alors, est-ce que le vetting process à l'américaine est applicable et transposable en tant que tel en France? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'est pas interdit de s'y intéresser. Plus globalement, moi,
Vous me demandez est-ce qu'il y a des avancées dans la loi, les différentes lois qu'il peut y avoir contre la lutte contre la fraude fiscale et la transparence. C'est une évidence qu'il y a des avancées. Mais, comment dire, ça fait 30 ans qu'il y a des avancées. Ça fait 30 ans qu'on fait des lois sur la transparence, le financement des partis politiques, la lutte contre la fraude fiscale. Donc la question n'est pas d'être le comptable, à mon avis, des avancées. C'est qu'au bout d'un moment, et je crois que nombreuses personnes partagent ce sentiment, c'est que ça suffit. Ça suffit qu'il y ait des nouvelles grandes lois et que ça ne change rien. Alors, bien sûr qu'il y a des avancées effectives, mais il y a aussi des statu quo, je trouve, insupportables. J'en parlais tout à l'heure, l'article 40, mais la Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de nous le dire. Le lien incestueux entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs n'est pas totalement effective dans notre pays. Et ça n'est pas être excité que de dire ça et de montrer sur la table avec un couteau entre les dents. Des magistrats très respectables de la Cour européenne des droits de l'homme ne cessent de le dire à la France. Les parquets ne sont pas des vraies autorités judiciaires parce qu'elles ne sont pas indépendantes. Et toutes les affaires dont je parle ici, quand elles étaient entre les mains de procureurs qui étaient liés hiérarchiquement, soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif, avaient du mal à prospérer. Est-ce que c'est une question d'autocensure personnelle des magistrats, de pudeur, je ne sais pas. Mais quand elles sont arrivées entre les mains de juges indépendants, elles ont prospéré. Regardez l'exemple caricatural de l'affaire Bettencourt. Le procureur Courroy, celui-là même qui avait reçu l'ordre national du mérite, lequel, des mains de M. Sarkozy, a déployé une énergie considérable pour ne rien découvrir, y compris sur la fraude fiscale de Mme Bettencourt, quand les juges qui ont récupéré l'enquête indépendants ont réussi à découvrir des faits. Alors, qu'il y ait un débat juridique aujourd'hui sur les charges qui pèsent sur les uns ou sur les autres, c'est une autre histoire, ça. Et c'est normal qu'il y ait des débats juridiques. Et moi, je ne suis pas là pour dire si un tel est coupable pénalement. Mon métier ne consiste pas à juger moralement les gens, ni les sources, ni à dire ça c'est vous êtes condamnable judiciairement ou vous l'êtes pas. C'est le métier de la justice. En revanche, de mettre des faits. Et les faits, parfois, recouvrent des qualifications pénales, parfois pas. Parfois, les procédures judiciaires s'éteignent parce qu'il y a la prescription, parce qu'il est dur de caractériser certains délits. Enfin bon, ça, c'est l'histoire ensuite de la justice. Mais le lien incestueux du pouvoir exécutif que nous avons en France avec les pouvoirs d'enquête, que ce soit le parquet, que ce soit Tracfin. Tracfin est sous l'autorité directe du ministre de l'économie et des finances. Bon, et je peux vous dire que il existe beaucoup de signalements Tracfin qui ne sont pas transmis parce que la personne concernée est liée à un tel ou un tel. Et que nous n'avons aucune culture du contre-pouvoir institutionnel, ou si peu, dans notre pays, dans nos propres institutions. On ne sait pas ce qui se passe. Sans parler de la tragédie du secret défense dans ce pays, où le secret défense est utilisé à toutes les sauces pour pouvoir cacher les turpitudes personnelles de certains. Je déborde un peu, mais parce que c'est ce que je rencontre en permanence. Alors, bien sûr qu'il faut du secret défense, bien sûr qu'il faut protéger les intérêts supérieurs de la nation. Mais le problème, c'est que moi, très souvent, dans des affaires, je constate que quand il y a une déclassification de documents classifiés, un ministre dit « nous avons tout déclassifié » et que 6 mois après, il y a une nouvelle déclassification de documents. Donc c'est que la première fois, tout n'avait pas été déclassifié. Et qu'on n'a aucun moyen de savoir, quand je dis « on », c'est même les juges. Les juges n'ont pas le moyen de savoir si ce qui leur est proposé correspond à la totalité de ce qui est susceptible. Vous avez des exemples précis de l'affaire Karachi, de ce point de vue-là, est un exemple formidable. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues de déclassification. À chaque fois, on a entendu « nous avons tout déclassifié ». Le problème du secret défense, si ça vous intéresse, c'est que c'est un jeu de dupes institutionnel organisé. Comment ça se passe? Très rapidement, un juge pense que la DGSE a des informations susceptibles d'intéresser son enquête. Que fait-il? Il écrit au ministre de la Défense en lui disant « Monsieur, merci de me communiquer tous les documents de la DGSE susceptibles d'intéresser mon enquête. » Le ministre donne le papier au directeur de la DGSE, ils vont dans les archives, la DGSE,
et c'est eux qui choisissent les documents qu'ils soumettent à la commission consultative du secret de la défense nationale, qui rend un avis consultatif. Mais la commission ne vérifie jamais que la DGSE a fourni tous les documents susceptibles d'intéresser l'enquête. Et ensuite, c'est le ministre qui décide si on déclassifie ou si on déclassifie pas. Donc c'est le pouvoir politique qui a le dernier mot sur le pouvoir judiciaire. C'est un principe complètement anticonstitutionnel. Dans d'autres pays, en Angleterre par exemple, le principe est inverse. Il existe des juridictions du secret et c'est au gouvernement d'expliquer au juge pourquoi tel document ne doit pas être dans son enquête. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, c'est un petit exemple, le secret défense, mais c'est comme ça que nous découvrons dans les affaires qu'on a déclassifié des notes qui sont des fonds de tiroir, des miettes absolument pas intéressantes, et parce que tel ou tel acteur a décidé de témoigner, ou tel journaliste a découvert tel ou tel fait, on déclassifie des nouvelles notes. Donc c'est bien qu'on n'a pas donné à la commission de déclassification l'ensemble des notes susceptibles d'intéresser l'enquête. Bon, voilà quelques problèmes qui sont à la fois, je crois, technique et culturelle sur la pratique et la lutte contre cette tragédie que sont les paradis fiscaux, la corruption, le blanchiment, l'argent sale. Avant une dernière question de notre rapporteur, vous êtes en possession des informations que M. Condamin-Gerbier, nominatif, n'a pas données à la commission ? Comme il se trouve que nous avons publié cet après-midi un début de grand entretien avec M. Condamin-Gerbier, car nous l'avons vu le 29 mai à Genève pendant 6 heures, où il nous a donné un certain nombre d'informations, un entretien enregistré que lui-même dit avoir fait un peu comme une assurance vie, puisqu'il avait été destinataire d'un certain nombre de menaces anonymes, à la fois le visant lui, mais aussi sa famille en France, qui était une ambiance un peu glauque, si vous me permettez l'expression. Comme Edoui Plenel l'a déjà dit d'ailleurs sur le plateau de, je crois, l'émission Mots croisés sur France 2, oui, nous avons été destinataires d'informations concernant des hommes politiques. Alors, contrairement à ce qui est dit, il ne s'agit pas de liste. Il n'y a pas une liste avec des numéros de compte. C'est plutôt des recoupements. M. Condamin-Gerbier a été dans sa carrière témoin plus ou moins direct d'un certain nombre de pratiques, mais Mediapart ne publiera pas ces noms tant que nous n'avons pas contre-enquêté dessus, tant que nous n'avons pas des éléments au-delà de la parole d'une personne. Voilà. Donc, nous ne jetons pas en pâture des noms comme ça dans la sphère publique sous prétexte que telle ou telle personne a dit les avoir. J'espère que je réponds sans trop trahir. Voilà. Alors la dernière question de notre rapporteur. Oui, tout d'abord une suggestion. Les sources avec lesquelles vous avez été amené à travailler ces derniers temps sur ce sujet, si d'aventure elles souhaitaient s'exprimer librement sur l'espace participatif du Sénat, il y a un site dédié à cette commission d'enquête, surtout qu'elle n'hésite pas à le faire. Nous sommes preneurs d'informations. Et justement, à propos de la presse, qui a évidemment un rôle important dans les démocraties, c'est sain. Mais cela dit, la presse, c'est pas homogène. Je veux dire, vous, le travail que vous avez mené, Mediapart, et un journal du dimanche de fin janvier qui quasiment blanchissait la même personne, je veux dire, on a des attitudes assez opposées. Qui disait que nous avions lancé une nouvelle affaire Clearstream. Bon, on oublie toujours la deuxième partie du papier. Quelle est votre appréciation là-dessus? La presse n'est pas homogène sur ce sujet. Non, mais bon, moi, sincèrement, je viens pas dans une enceinte aussi respectable pour faire l'arbitre des élégances de la presse, etc. Moi, je peux simplement parler. Peut-être est-ce un témoignage en creux vis-à-vis des autres, mais de ce qu'est l'histoire de Mediapart. Voilà, parce que comme je l'ai raconté avec d'autres dans le livre que nous avons consacré à l'affaire Cahuzac, je ne sais que trop bien quelle est la valeur immense de beaucoup de mes confrères dans d'autres rédactions. Et dans l'affaire Cahuzac, nous avions créé une sorte de petit pool informel de journalistes qui se réunissaient souvent le vendredi soir dans un café à côté du Louvre, au plus fort de l'affaire, hein, quand nous étions le pire du journalisme. Et le fait est qu'il n'y a que Mediapart qui a réussi à publier des informations, pas les autres, alors que nous mutualisions l'enquête, nous mutualisions les informations. Pourquoi? Ce sont des questions à poser aux responsables des rédactions concernées, mais
Peut-être y a-t-il des réponses toutes simples. Hein. La situation capitalistique de la France, de la presse en France est extrêmement compliquée. Je veux dire, encore une fois, là, ça n'est pas un discours ni idéologique ou partisan, mais quand vous avez des grands capitaines d'industrie dont le cœur de l'activité n'est pas l'information, qui achètent des journaux et qui pour partie vivent de la commande publique pour leurs activités, ça ne crée pas un écosystème journalistique, je crois, extrêmement sain. Voilà. Sans compter une situation médiatique, voilà, de journaux qui vont très mal, qui sont subventionnés au-delà du raisonnable. Bon, Mediapart, modestement, a essayé de tracer un chemin différent, de dire... Nous, on ne cherche pas l'audience, on cherche le public, on cherche la qualité, l'indépendance totale. Nous ne répondons que de la confiance de nos lecteurs, aucune publicité. Et oui, l'information doit être payante car elle a une valeur. Mais pour aller un peu plus loin et décentrer un tout petit peu, en revanche, sur la pratique journalistique, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons si nous n'avons pas ce bien sacré le plus commun qui est la protection des sources. Et ça n'est pas un réflexe corporatiste. Souvent, on a l'impression, à tort, mais peut-être aussi les journalistes, on l'explique mal, que les revendications liées à la protection des sources, une revendication corporatiste, un peu sur le mode on protège nos sources, laissez-nous tranquilles pour qu'on puisse écrire ce qu'on veut. Mais c'est pas ça qu'il faut entendre dans le mot protection des sources. Il faut entendre le mot source. La protection des sources, c'est pas une liberté des journalistes, c'est une liberté des citoyens. C'est une liberté donnée à chacun, qu'il soit pharmacien, boulanger, agent secret, fonctionnaire, ce que vous voulez, d'un jour venir alerter la presse sur des informations qu'il pense importantes et d'intérêt public. Parce qu'il n'a pas pu faire prospérer tout cela dans une administration ou ailleurs. Et c'est à nous, journalistes, d'assumer la responsabilité et les conséquences de tout cela. Ça n'est pas aux sources qui parfois se mettent en danger professionnellement, parfois physiquement, quand elles viennent nous parler. C'est à nous d'assumer, y compris devant les tribunaux, parce qu'on n'est pas évidemment au-dessus des lois. C'est à nous de répondre de nos écrits devant la loi, pas aux sources. Pas aux sources. Les sources peuvent parfois tenter de nous manipuler. Les sources parfois nous donnent des informations à 80% justes, à 20% fausses. C'est à nous de faire le tri. C'est à nous de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et le seul critère qui est le nôtre, c'est si l'information est vraie et d'intérêt public, nous la publions. Nous la publions. Mais nous devons protéger les sources. Et c'est à nous d'assumer. C'est pour ça que la loi sur la protection des sources est extrêmement importante. Et que malheureusement, alors il y a eu des discussions au Conseil d'État, à la Cour de cassation, qu'on ait maintenu cette idée d'intérêt supérieur de la nation qui permettrait à tel ou tel pouvoir exécutif de porter atteinte aux sources, c'est un problème, puisque cette définition de l'intérêt supérieur est trop lâche. Où fixons-nous l'intérêt supérieur de la nation? Est-ce que le fait de déstabiliser un gouvernement en révélant les avoirs occultes d'un ministre du budget relève de cela? Bon, chacun met le curseur à un endroit différent. Et c'est vrai que de ce point de vue, même s'il y a de vraies évolutions dans la loi, il y a encore une impasse qui est un problème dans la pratique de notre métier. Et encore une fois, pas pour des questions de corporatisme, c'est pas la question, pour des questions démocratique. Et je cite encore cette juridiction supranationale qui est quand même la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que le secret des sources, c'est la pierre angulaire du travail démocratique des journalistes. On a bien entendu le message. Voilà. Mais pour ne pas avoir de regrets, et avec l'accord du rapporteur, je vais donner la parole à notre collègue qui était en séance et qui ne pouvait poser sa question que maintenant. Merci, monsieur Arfi. Moi, j'ai une question très terre-à-terre. Est-ce que les journalistes qui enquêtaient ces derniers temps sur ce sujet ont eu des soucis type cambriolage, type ordinateur portable volé, etc. ou pas? J'aimerais avoir des informations sur ce sujet. Merci. Alors, il y a ce qui s'est passé, ce qu'on croit savoir et ce qui peut arriver techniquement, ce qui est parfois différent. Ce qui s'est passé, le fait est que c'était sous une autre présidence, mais à Mediapart, nous pouvons témoigner que nous avons été cambriolés au plus fort de l'affaire Bettencourt,
Au même moment où un journaliste du Point qui travaillait sur l'affaire Bettencourt s'est fait cambrioler, ou un journaliste du Monde qui travaillait sur l'affaire Bettencourt s'est fait cambrioler. Bon, des plaintes ont été déposées, le cambriolage avait l'air extrêmement professionnel, et je m'étais fait dérober au journal une copie des enregistrements du majordome. Nous savons, nous l'avons écrit, que nous avons été surveillés, y compris par la DCRI, qui parfois, malheureusement, était devenue une sorte de brigade du chef. À une autre époque, nous l'avons écrit. Une personne que nous désignons dans cette enquête comme étant celui qui, à l'Élysée, pilotait cette surveillance d'État, M. Claude Guéant avait déposé plainte en diffamation contre nous, ce qui est son droit le plus ultime, et quelques jours avant le procès, dans la torpeur de l'été, a retiré sa plainte. Au même moment, le Canard enchaîné avait révélé exactement les mêmes faits, et un livre qui s'appelle L'espion du président avait encore amplifié la dimension de ces informations, puisqu'il avait donné des éléments extrêmement précis sur la surveillance dont Mediapart a pu être l'objet. Ensuite, il y a ce qu'on croit savoir ou ce qu'on nous dit. Tel ou tel interlocuteur lié à tel ou tel service qui nous demande d'être toujours très prudents. Voilà, enlever la puce du téléphone, ou quand on a comme ça un iPhone, ne pas le prendre, parce qu'on ne peut pas enlever toujours la puce ou la batterie, etc. Voilà, bon, moi sincèrement, je pars du principe que je ne deviendrai jamais paranoïaque, sinon on ne pourra jamais faire ce métier. Et ensuite, il y a ce qu'il est techniquement possible. Voilà. Et je crois que l'affaire Snowden et les révélations du Guardian montrent ce qu'il est techniquement possible. Et de ce point de vue, les États et les responsables politiques des gouvernements espionnés, si on en croit le Spiegel et le Guardian, ont raison de pousser des cris d'orfraie. Mais il aurait été, je crois, juste de pousser les mêmes cris d'orfraie quand il y avait l'espionnage de population, notamment quand la France vendait du matériel d'espionnage informatique contre les populations libyennes ou syriennes, à une époque où nous étions les amis de ces dictatures. Alors, je pense qu'on va réalimenter le débat, mais là, vraiment, je vous le promets, c'est la dernière question. Non, mais Une toute dernière question est simplement, est-ce que vous avez été en mesure d'exploiter les données récemment publiées dans l'enquête Offshore Leaks ? L'histoire Offshore Leaks, il se trouve que le journal qui a été partenaire de Offshore Leaks, c'est Le Monde. Ça n'a pas été Mediapart. Alors c'est vrai que nous étions sur beaucoup d'autres fronts, que c'était un travail monumental, bien que Karl Lasky et moi-même soyons membres de l'ICIGE, qui est une organisation formidable, sincèrement, d'intelligence et de mutualisation du travail. Il se trouve qu'un certain nombre de données de Offshore Leaks ont été rendues publiques. Alors, en France, c'est vrai que des questions je sais que les révélations, par exemple, du Guardian concernant Offshore Leaks, encore lui, le Guardian, ont provoqué un débat politique considérable. Peut-être parce que beaucoup de paradis fiscaux sont liés historiquement et même institutionnellement parfois à la couronne britannique. Bon, en France, ça a été un peu moins le cas, bien qu'il y ait eu des informations importantes révélées, notamment par nos confrères du Monde. Mais l'exploitation des données, qui pour certaines ont été rendues publiques, sont très lentes. Voilà, très lente et très patiente, parce que c'est un travail d'anachorète, quoi. Voilà, de bénédictin comme ça, pour pouvoir croiser les informations, parce que jamais tout cela n'arrive sur un plateau, et précisément tout est organisé par cascade de sociétés, de comptes, d'ayants droit cachés, pour que nous ne trouvions pas, nous, journalistes, enquêteurs, enfin peu importe. Hein. Voilà. Merci, une deuxième ou une troisième fois. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Si vous souhaitez les revoir ou en savoir plus sur ce thème, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires, c'est cet après-midi à partir de 16h30. Vous pourrez suivre la séance consacrée cet après-midi à la réforme du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Bonne journée à tous.